rejoignez France Info Canal 27 ou France Info, la radio, 2 antennes pour un seul invité que l'on va accueillir ensemble. Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Céline. Et cet invité, c'est le président du Parti radical de gauche. Bonjour Guillaume Lacroix. Bonjour. Le Parti radical de gauche, c'est le parti de Christiane Taubira qui annonce ce matin dans une tribune publiée dans Le Monde que le temps est venu pour une nouvelle aventure collective au long cours. Est-ce que ça y est, votre candidate part à l'assaut de l'Élysée ? D'abord, Christiane Taubira, c'est une femme libre. Elle n'est plus membre du Parti radical de gauche depuis 2007. C'est quelqu'un qu'on ne peut arrimer finalement, et c'est ce qui fait sa force, à aucun enfermement politique. C'est quelqu'un qui a montré un parcours de liberté, d'universalisme, qu'elle écrit ce matin. C'est une démarche de rassemblement. Son texte qui est publié dans Le Monde, c'est d'abord un manifeste à l'unité des Français, un manifeste au rassemblement de la gauche, un manifeste aussi de détermination politique pour ne pas oublier 2022. C'est une démarche qu'effectivement mon parti, qui la connaît bien, puisqu'elle avait été en son temps candidate pour le PRG, a décidé de soutenir à l'unanimité. Guillaume Lacroix, c'est une sorte d'inventaire cette tribune. Regardez, elle liste les marqueurs de gauche, elle dit service public. Alors elle commence par le choc climatique, l'école, justice sociale, salaire minimal. Et puis il y a les sujets de divergence, sources d'énergie, Union européenne, TVA. Puis elle dit, de ces désaccords, combien sont insurmontables ? La réponse, c'est quoi ? C'est oui, c'est non ? C'est évidemment que beaucoup de ces désaccords sont souvent des désaccords plus identitaires qui concernent les courants des partis politiques, des équilibres internes, mais qui ne concernent que très rarement les Françaises et les Français. Et Christiane Taubira, elle dit aux Françaises et aux Français d'abord. Elle ne dit pas ça aux chefs des partis, elle parle aux électeurs, c'est ça ? Elle ne parle pas directement aux candidats et aux chefs de parti. Elle sort de ce syndrome de la gauche nombriliste qui ne fait que parler d'elle-même devant tout le monde. Christiane Taubira, depuis le début, depuis qu'elle a fait sa vidéo, elle ne fait que parler à la France, aux Françaises, aux Français, des sujets qui les concernent. Et elle leur dit qu'il y a dans ce pays une gauche responsable, une gauche qui a des solutions anciennes, des solutions nouvelles, des solutions adaptées. Et finalement, elle est une candidature au-dessus des partis, au-dessus des problématiques de courant. Une candidature à la présidence de la République. Ça change quand même. Mais on ne peut pas être tout seul à décider qu'on ait une candidature au-dessus des autres. Il faut que les autres en soient d'accord. J'ai pas le sentiment qu'elle soit toute seule. Christiane Taubira, c'est presque 100 000 personnes dans les comités de Taubira depuis 2 ans, partout sur le territoire, qui sont des femmes et des hommes qui ne sont liés à aucun parti politique. C'est un parti politique pour l'instant, mais je ne doute pas qu'il y en aura bientôt d'autres qui soutiennent une démarche de rassemblement. C'est finalement cette idée que ce qui compte dans ce moment, c'est la capacité de la gauche à répondre aux problèmes de notre temps. Ça n'est pas de savoir si l'étiage de tel ou tel parti est à la hauteur de ses espérances. Les Français s'en moquent. Ils sont face à des problématiques énormes, crise sanitaire, crise climatique, crise économique, crise sociale, crise républicaine. Et à ce moment-là, il faudrait que la gauche leur parle de trébucher de problèmes internes. Donc elle dit quoi ? Elle dit Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et les autres, messieurs, oubliez vos égos, venez avec moi, c'est moi devant. Elle dit... Aujourd'hui, il y a une situation pour les Françaises et les Français, un devoir moral de la gauche d'y répondre en étant très clair sur et ses valeurs et sa capacité à affronter le réel. Et elle dit, au regard du parcours de liberté qui est le mien, parce que c'est ça sa force, parce qu'elle n'est la femme de personne en politique. Elle est Christiane Taubira, avec tout ce que cela comporte et représente. Elle dit, si le sujet, c'est aujourd'hui que la politique est enquistée parce que les partis n'arrivent pas à se mettre d'accord, il faut passer au-dessus. Il faut apporter un message d'espoir aux Françaises et aux Français. Mais ça, elle l'avait déjà dit finalement sur les réseaux sociaux. Là, il y a une tribune qui ne va pas beaucoup plus loin. C'est une sorte de dose de rappel, on va dire, de l'appel au rassemblement. Ça veut dire que la première dose, elle n'a pas suffi en fait. Non, c'est pas vrai du tout. Moi, je crois que la première dose, elle était très claire. C'était une capacité simplement à dire une détermination et à se mobiliser. De cette première dose dont vous parlez, de cette première prise de parole de Christiane Taubira, en était issue l'idée de ses contradicteurs, de ses adversaires, de dire « mais Christiane Taubira, on ne sait pas ce qu'elle pense ». Christiane Taubira, sous-entendu, elle ne penserait rien. 30 ans de vie politique, elle ne penserait rien. Eh bien, la pensée de Christiane Taubira, elle est ce matin exprimée clairement. C'est une républicaine, laïque, universaliste, une femme attachée à l'idée qu'il nous faut faire converger les solutions pour le climat, faire converger les solutions pour la justice sociale, pour la justice fiscale, parce qu'il n'y a pas de contrat social républicain sans une justice fiscale. Finalement, ce que dit Christiane Taubira, c'est les solutions, nous les avons. Nous sommes en capacité de les porter.
Simplement, nous sommes inaudibles et disqualifiés parce que nous sommes divisés. Eh bien, si je peux réunir, je vais le faire. Je crois que c'est un acte de grande responsabilité. Alors, il y a Christiane Taubira au-dessus des partis, puis il y a Guillaume Lacroix, qui est le patron du PRG, le Parti radical de gauche. Bienvenue. Vous téléphonez, j'imagine, à Jean-Luc Mélenchon. Vous téléphonez à Yannick Jadot, vous parlez, vous toutoyez. Ils vous disent quoi de la candidature de Christiane Taubira ? Alors moi, j'ai pour habitude, contrairement à beaucoup de femmes et d'hommes politiques, de ne pas dévoiler la nature de mes conversations. Oui, évidemment. Nous nous parlons. Nous Quand nous parlons depuis longtemps. Nous nous parlions déjà avant la démarche de Christiane Taubira. Nous continuerons de nous parler. Nous avons des accords, des désaccords, ça n'est pas nouveau. Moi, je crois au sens des responsabilités des partis. Les partis sont très souvent vilipendés, critiqués et pas toujours à tort. Okay, qu'est-ce que vous leur dites là ce matin ? Et moi, je leur dis, à ce moment de notre histoire collective, à ce moment où la gauche est disqualifiée pour 2022, à ce moment où parfois même elle est humiliée, à ce moment où les Françaises et les Français attendent un chemin nouveau, il faut véritablement nous lever comme des femmes et des hommes de progrès, de gauche, ce que nous sommes historiquement. Mais encore une fois, c'est notre devoir. Ça veut dire que ces négociations, elles n'ont pas beaucoup avancé, en fait, depuis la première prise de parole de Christiane Taubira. Sinon, vous en auriez parlé. Vous auriez eu envie de dire, ça y est, ça commence à prendre. Je redis simplement que la démarche de Christiane Taubira, c'est d'abord une démarche qui s'adresse aux Françaises et aux Français. Une démarche qui s'adresse aux électeurs et aux électrices de gauche. Ensuite, il y a la responsabilité des partis. Je vous le disais, je crois que la responsabilité des partis, c'est d'organiser la démocratie. Eh bien, je dis simplement aux chefs de parti, qui sont mes homologues, celles et ceux avec qui je parle, je leur dis simplement, c'est notre devoir maintenant de nous réunir, de nous parler. C'est notre devoir maintenant de montrer que, oui, il y a des différences, mais il y a surtout une capacité de convergence. Et c'est bien cela dont la France a besoin. Maintenant, ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a toujours urgence quand une élection arrive et que la gauche, qui est quand même un élément fondateur de la vie de ce pays, est incapable de se faire entendre et d'être crédible. Alors, Guillaume Lacroix, il y a les partis, comme vous dites, et puis, à un moment donné, il faut qu'une décision arrive. Il y a pas un calendrier, mais il y a quand même une élection le 10 avril, le premier tour. Le juge de paix, c'est le sondage, c'est ça. Les sondages sont décriés aujourd'hui, mais parce qu'à un moment donné, parce que l'horizon c'est mi-janvier pour Christiane Taubira, il faudrait bien qu'elle se dise, j'y vais pas. Là, pour l'instant, il s'appelle Cluster 17. C'est un institut qui a dit 7%, c'était il y a 6 jours, pour Christiane Taubira ex nihilo, si je puis dire. Donc, à quel moment et avec quel curseur elle se dira, c'est bien, j'y vais. Mais attendez, Christiane Taubira est dans une démarche. On le voit bien. Elle est dans une démarche déterminée. Quelqu'un qui prend la parole sur les réseaux sociaux un vendredi, 2,5 millions de vues en 24 heures. 2,5 millions de vues en 24 heures pour 3 minutes d'expression politique. Une curiosité, ça ne se transforme pas forcément en vote. Qui ensuite enclenche des déplacements dans 3 communes différentes, très différentes, pour parler à la fois des problématiques sociales, des problématiques d'exclusion, mais aussi des problématiques de ruralité, de l'hôpital rural, mais aussi pour parler des questions de jeunesse. Qui ensuite, entre Noël et le jour de l'an, produit une tribune sur le fond, où elle donne un chemin, où elle montre des convergences. Si ça n'est pas une démarche déterminée, construite, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, j'ai confiance sur le fait que cette démarche va se poursuivre tranquillement, proprement, pour redonner confiance dans une parole de gauche. C'est ça l'important. On va continuer à parler de cette démarche. Guillaume Lacroix, si vous le voulez bien, président du Parti radical de gauche. Dans un instant, à 8h40, on s'interrompt. Le temps de faire le point sur l'actualité, c'est le fil info, Laurence Méride. Les patrons du secteur le redoutaient. Les discothèques vont rester fermées 3 semaines supplémentaires. Annonce ce matin du ministre délégué au tourisme et aux petites et moyennes entreprises, Jean-Baptiste Lemoyne. Elles ne pourront rouvrir que le 24 janvier au lieu du 6. Une nouvelle restriction qui s'ajoute à la série de mesures annoncées lundi par le gouvernement. Et dès aujourd'hui, le projet de loi sur le pass vaccinal est examiné en commission à l'Assemblée nationale. L'exécutif espère le voir remplacer le pass sanitaire d'ici 15 jours. L'avocat de Grishka Bogdanov le confirme, l'ancien présentateur de l'émission scientifique Temps X, frère jumeau d'Igor, est décédé du Covid-19 hier. Il n'était pas vacciné. Après les champions des champions de France, place au palmarès dans le monde. Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial de tennis, et la sprinteuse jamaïcaine Helen Thompson, triple championne olympique à Tokyo, sont élus meilleurs sportifs de l'année par le journal L'Équipe. France Info. Le 8-30 France Info, Jean-François Aquili, Céline Aslo. Guillaume Lacroix, il y a une autre candidate qui aimerait parler à toute la gauche. Elle s'appelle Anne Hidalgo, c'est la maire de Paris, candidate du Parti socialiste. Pour vous, sa candidature a échoué aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas le juge de savoir qui a échoué, pas échoué. D'abord, le seul juge, c'est le peuple français dans une élection. D'être prudent, hein.
Mais parce que je ne veux pas rentrer dans ce qui tue la politique et ce qui tue la politique à gauche depuis si longtemps, cet empire de la petite phrase, si possible assassine, pour expliquer qu'un tel ou une telle est responsable ou fautif. Moi, ce que je constate simplement, puisqu'on parlait de Christiane Taubira, c'est qu'elle n'est ni responsable ni comptable du fait que la gauche est jusque-là inaudible. Et qu'à ce moment, elle se prête simplement à un devoir de responsabilité. Les candidates et les candidats sont à la fois responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, mais aussi héritiers d'histoires qui parfois les dépassent, héritiers aussi de difficultés liées à leur propre parti politique. Il faut simplement entendre que la politique, c'est une histoire de moment. Alors, quand Anne Hidalgo dit « allons à la primaire populaire », c'est assez courageux d'ailleurs comme démarche de sa part. Quand elle veut cette primaire, elle aimerait bien que tout le monde soit autour de la table, il n'y aura personne donc, pour débattre dans cette histoire. Cette primaire-là, cette histoire de primaire populaire, c'est pchit. On verra. Christiane Taubira a dit que si c'était le dernier espace possible pour le rassemblement de la gauche, elle ne s'y soustrairait pas. Vous y êtes favorable ? Moi, mon parti avait appelé à des primaires en novembre 2020. En novembre 2020, il y a plus d'un an. On nous avait d'ailleurs regardé un peu de haut à l'époque, en nous expliquant qu'on était, c'est souvent assez ringard, qu'on ne comprenait plus rien aux nécessités du moment. Je suis ravi de voir qu'on avait raison trop tôt. Moi, je crois que les primaires, c'est utile, parce qu'il n'y a pas de possibilité dans ce pays qu'une gauche puisse gouverner si elle n'est pas dans une unité. C'est ainsi, notre pays est sociologiquement conçu de telle manière que la gauche divisée perd systématiquement les élections. Moi, j'appelais depuis très longtemps donc à cette primaire. Si ça doit être la primaire citoyenne, sous une forme ou sous une autre, on n'en connaît pas encore les règles. Si c'est sous forme de débat, je ne sais pas s'ils auront lieu. Si c'est sous forme d'une investiture, eh bien, les citoyens voteront. Ça n'aura pas la même valeur, mais les citoyens voteront. Est-ce que vous êtes prêt à soutenir un candidat de gauche, quel qu'il soit, si un candidat émerge ? Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ? Non, moi, je crois, depuis le début, j'appelle à des primaires qui soient en capacité d'assurer aux électeurs, justement, que quel que soit celui qui en sort, il sera, ou celle, il sera suivi. Et c'est tout le sujet. Jean-Luc Mélenchon, depuis le début, indique qu'il est dans une démarche différente, qu'il est dans une démarche autre, qu'il ne veut pas collaborer avec ce qu'il appelle la vieille gauche. Il a très peu d'amabilité pour celles et ceux que nous défendons et représentons. Je le regrette. Je pense que sur beaucoup de points, nous pourrions être d'accord. Sur certains, nous avons des désaccords aujourd'hui très difficile, mais simplement dire clairement que dans ce moment, la primaire, si ça doit être une primaire en débat, une primaire où l'on vote sur des candidats qui y participent, alors il faut que ce soit des candidats qui en aient fait la démarche. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon a lui-même dit qu'il ne la ferait pas. Guillaume Lacroix, ça lui est resté en travers. Yannick Jadot, 2017, il s'était retiré en faveur du Parti socialiste de Benoît Hamon. Yannick Jadot, aujourd'hui, qui rejoindrait celle que vous soutenez, Christiane Taubira, pour un projet commun à gauche, ça aurait de la gueule. Ouais, je pense que dans ce moment, celui ou celle qui dirait je vais à la table pour à la fois m'assurer que les idées que je défends vont être entendues et respectées, et à la fois aider de façon pragmatique à la reconstruction de l'unité de la gauche, serait celui ou celle qui gagnerait énormément de respectabilité dans le débat public. Au-delà des différences de partis, au-delà des différences de programmes, au-delà des différences de personnes, est-ce que c'est l'avenir de la gauche aussi qui se joue là, à la présidentielle, qu'une défaite cuisante, peut-être, au premier tour, pourrait signer la fin en tout cas, une étape importante de l'histoire de la gauche? Cette élection, c'est d'abord le devenir de la France. On est dans un débat assez inédit, quand même, de Zemmour qui y entre de façon fracassante. C'est un moment où la France va se poser la question simplement de qui elle est. On le sent chaque jour, que dans les discussions qui nous animent, les Françaises et les Français s'interrogent moins sur des questions comptables que sur des questions, finalement, de ce que nous sommes, ce que nous voulons être et où nous voulons aller pour nos enfants. À ce moment-là, imaginez que la gauche ne soit pas de ce débat. Imaginez, alors même que la gauche a construit l'histoire de la République de ce pays, qu'elle ne serait pas en capacité de répondre. C'est quelque chose, effectivement, de fondamental. Et c'est pour moi quelque chose d'extrêmement inquiétant qui fait que, jusqu'au bout, depuis des mois et jusqu'au bout, avec mes amis du PRG, nous nous battrons pour l'unité de la gauche. Le peuple de gauche, ça y est, ce sobriquet qui désigne les électeurs des candidats de la gauche en général. Ce peuple-là, vous le sentez dans quelle humeur aujourd'hui? On parle de désarroi souvent. Oui, désarroi, en attente. Réel ? Désarroi, en attente. J'avais écrit à tous les chefs de parti au mois de novembre dernier pour leur dire que si nous ne nous unissions pas, ce serait vécu par les Françaises et les Françaises de gauche comme une faute impardonnable, que la grève du vote pourrait même en résulter. Je maintiens cela. Il y a aujourd'hui des Françaises et des Français qui attendent une réponse à la fois sur les valeurs et sur le réel, et des réponses de gauche. Parce que dans ce pays, il y a une tradition, une histoire, des avancées qui ont été gagnées
parce que la gauche était au pouvoir. Alors on a parlé de la France de demain, parlons de la France d'aujourd'hui, si vous en êtes d'accord, Guillaume Lacroix, puisqu'il y a le projet de loi de passe vaccinal qui arrive aujourd'hui devant la commission de loi à l'Assemblée nationale. Vous approuvez ou pas ? Et moi, alors d'abord, je pense que sur cette question, il y a beaucoup de sachants, et je ne veux pas ajouter mon nom à la liste de toutes celles et ceux qui savent tout mieux que tout le monde. Moi, par contre, j'ai des interrogations. Vous n'êtes pas épidémiologiste ? Et non, je ne suis pas épidémiologiste, et je respecte beaucoup cette profession. Donc je ne vais pas commencer à vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Je vais vous dire ce que je ne comprends pas. Parce qu'il y a des choses, par contre, que je ne comprends pas, comme tous les Françaises et les Français. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut boire un café assis dans un bistrot et pourquoi on ne peut pas le boire assis dans un train. Je ne comprends pas pourquoi on peut réveillonner vendredi soir, mais on doit télétravailler lundi. Je ne comprends pas pourquoi le pass vaccinal et pas la vaccination obligatoire. Et ce qui, je crois, est aujourd'hui extrêmement important dans ce moment, c'est la nécessité de donner aux Françaises et aux Français des explications compréhensibles. Parce que les injonctions contradictoires, ça peut rendre fou. Parce que quand on ne comprend plus la capacité logique des décisions qui sont prises, on finit par se défier du pouvoir. Et quand en plus, on décide de cela dans des conseils de défense, où l'omerta est la règle, où l'on ne sait pas sur quelle base on décide, eh bien, il y a là matière, effectivement, parfois à créer le doute. Moi, depuis le début, je défends avec mes amis la vaccination. Depuis le début, je défends que l'opposition n'a pas à estimer qu'il y a des solutions de gauche ou de droite face à la pandémie. Mais quand même... Mais là, il y a les députés qui vont devoir se prononcer. Mais j'en suis ravi. Donc, même s'ils ne sont pas épidémiologistes, s'ils sont appelés à donner leur avis sur ce pass vaccinal, qu'est-ce que vous en dites, vous ? Moi, je ne suis pas député. Je dis que je ne comprends pas. Je vous redis donc ma question. Je ne comprends pas passe vaccinal plutôt qu'obligation vaccinale. Alors justement, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on va demander à des cafetiers, des bistrotiers de vérifier les cartes d'identité, alors qu'à ce moment, puisque nous en sommes désormais là, et même si le vaccin ne résout pas tout, même s'il n'empêche pas d'avoir le Covid, il en atténue les effets les plus graves, et c'est ce que nous recherchons, moi je ne comprends pas pourquoi tous les moyens de la sécurité sociale, puisqu'aujourd'hui, on est à 180 000 cas de personnes contaminées. Donc, autant vous dire que le traçage, traquage, etc., c'est fini. On n'y arrivera plus. Je dis simplement que tous ces personnels de la sécurité sociale qu'on utilise pour traquer, tracer, devraient être utilisés aujourd'hui pour aller à la rencontre de celles et ceux qui ne sont pas vaccinés et rendre la vaccination obligatoire. Vous dites, je ne comprends pas, mais l'idée du gouvernement, c'est d'expliquer, de convaincre plutôt que contraindre. Hein, c'est ce qui est dit et répété au sein du gouvernement. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait une campagne présidentielle en cours ait un impact sur ces décisions ? Sur ce que vous ne comprenez pas ? Je ne veux pas le croire. Mais nous sommes dans une période effectivement particulière où le président de la République va avoir cette responsabilité de montrer qu'il est le président de la République qui gère une pandémie et non pas le candidat à l'élection présidentielle qui pilote un calendrier. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un moment tragique, historique, pour notre pays, pour le monde. On ne pensait pas, il y a encore 3 ans, qu'un jour, on pourrait, en 24 heures, nous enfermer chez nous. On ne pensait pas qu'en 24 heures, toute l'économie de notre pays serait paralysée. Nous vivons quelque chose que personne n'avait imaginé. C'est ce président de la République qui doit le gérer. C'est sa responsabilité et il doit le faire. Maintenant, simplement, dans ce moment particulier de la démocratie française, il a un devoir d'immense vigilance sur le fait de ne pas confondre le calendrier électoral et le calendrier de lutte contre la pandémie. Guillaume Lacroix, on va reprendre cet entretien dans un instant, 9h-10. Le fil info tout de suite, c'est avec Laurence Méride. Les examens maintenus en présentiel à l'université malgré la situation sanitaire. C'est la demande majoritaire des étudiants, nous dit Frédérique Vidal sur France Info. La ministre de l'Enseignement supérieur précise qu'un report des partiels est possible s'il y a trop de cas de Covid au sein d'une promotion. Le nombre de contaminations qui augmente encore en France, près de 180 000 cas de Covid ces dernières 24 heures selon Santé publique France. Un chiffre à prendre avec précaution car comme tous les mardis, il y a certainement un phénomène de rattrapage après ce week-end. 100 000 nouveaux cas ont tout de même été recensés le jour de Noël. Le Français Benoît Paire, testé positif au Covid-19. Cela pourrait remettre en question sa participation à l'Open d'Australie. Le joueur de tennis a déjà été testé positif lors de l'US Open l'an dernier. Il a exprimé sa lassitude sur les réseaux sociaux. 4 départements placés en vigilance orange pour pluie inondation ce matin par Météo France. Il s'agit de l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Les 2 Savoies qui sont également en alerte orange pour risque d'avalanche. France Info.
Le 8-30 France Info, Jean-François Aquili, Céline Aslo. Guillaume Lacroix, vous avez insisté il y a un instant sur la nécessité de la vaccination, sur l'importance de convaincre plutôt que de contraindre. Est-ce que vous aviez été déçu de voir que Christiane Taubira a entretenu une forme d'ambiguïté à un moment sur ce sujet, qu'elle avait refusé en tout cas de lancer un appel clair à la vaccination ? Moi, j'ai été très déçu des assiduités dont elle a été poursuivie, parce que Christiane Taubira, elle est vaccinée, elle a toutes ses doses, elle a dit 20 fois sa confiance dans la science, elle le redit d'ailleurs dans la tribune ce matin, et parce qu'à un moment, elle n'a pas voulu mêler conflit social en Guyane et conflit autour de la vaccination, on lui a prêté les pires choses. Je m'interroge quand même. On a poursuivi, et on poursuit encore beaucoup Christiane Taubira sur cette question. Je trouve qu'on a été beaucoup plus magnanime pour celles et ceux qui venaient sur tous les plateaux de télé, souvent de droite, nous faire des prescriptions de chloroquine. On est beaucoup plus magnanime sur le fait que le président de la République était allé à Marseille écouter l'oracle Raoult pour nous expliquer comment nous en sortir. Je trouve qu'il y a sur cette question, puisqu'on en appelle à la raison, la nécessité de bien peser. Christiane Taubira est une femme qui n'est absolument pas anti-vax, qui n'est absolument pas contre la science. Il y a eu, dans cette période, des femmes et des hommes qui ont été beaucoup plus obscurs sur leur capacité à guider et à éclairer les Françaises et les Français. J'aimerais simplement qu'on arrête de s'acharner sur celles et ceux qui défendent le bien commun et que parfois on rappelle la responsabilité des autres. Vous dites quoi ? 2 poids, 2 mesures dans cette histoire ? Pourquoi ? Parce que je trouve qu'avec Christiane Taubira, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Pourquoi ? Je trouve qu'il y a toujours de l'irrationnel. On lui prête en permanence des pensées qu'elle n'a pas. On entendait... il y a encore quelques jours, combien se sont élevés en disant Christiane Taubira, la République, c'est pas son truc. Lisez sa tribune ce matin. Pourquoi, selon vous ? Parce que je pense qu'elle prête, dans ce moment si compliqué pour notre pays, où l'outrance est devenue la règle, où il faut que chacun et chacune ait la petite phrase qui tue, parce qu'elle ne s'y prête pas, elle. Je pense qu'on veut absolument lui prêter des choses qu'elle ne dit pas. Et de ces silences, on ne veut pas parfois entendre simplement la raison. Et moi, je pense qu'en politique, il faut parfois savoir ne pas être sur tous les sujets, ne pas marteler un mot 10 fois par jour pour se convaincre qu'on le défend bien. Je pense notamment à la laïcité, cette valeur si chère au Parti radical de gauche. C'est pas parce qu'on prononce 10 fois le mot laïque dans la journée et très souvent à mauvais escient qu'on en a compris la substance. Moi, quand je lis Christiane Taubira ce matin dans Le Monde, c'est une leçon de ce qu'est la République universaliste et laïque, et c'est une fierté pour le PRG. Guillaume Lacroix, dans la série Je ne comprends pas, il y a cette décision du Conseil constitutionnel. Apparemment, il y a une revoyure entre Gérald Darmanin et le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, sur vous savez, l'autorisation qui est faite aux Français d'aller dans les meetings politiques. Vous trouvez ça, c'est conforme à la Constitution, mais est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, depuis le début, déjà quand il avait été annoncé que les passes vaccinaux ne seraient pas demandés, enfin les passes sanitaires à l'époque, ne seraient pas demandés dans les meetings, j'avais dit publiquement que je trouvais que ça n'était pas normal. Il n'y a pas de raison. La question de la pandémie ne s'arrête pas avec la démocratie. Alors bien sûr, il faut défendre le fait que la démocratie doit pouvoir s'exprimer. Mais enfin, ça va être la responsabilité des candidates, des candidats, des partis politiques de faire en sorte que les réunions publiques ne soient pas des clusters. Vous n'imaginez pas Christiane Taubira mener de grands meetings au cours de cette campagne ? Je pense qu'elle en aurait la capacité, contrairement peut-être à beaucoup d'autres, mais je crois par contre qu'elle va veiller, comme nous toutes et nous tous, mais elle aura l'occasion de s'exprimer elle-même, au fait qu'il n'y ait pas de risque majeur porté sur la population qui voudrait venir écouter ce qu'elle a à dire. Vous comprenez, notamment chez les jeunes, mais pas que, ceux qui se disent concert de rock non, meeting politique oui. Ça fabrique quoi, ça ? Vous savez, je m'étais posé, j'avais fait partie de ceux qui se disaient à un moment, pendant la pandémie, au moment le plus fort, j'avais dit on ouvre les lieux de culte, mais on ferme les théâtres. On peut se poser la question. Alors évidemment, la Constitution prévoit que la liberté de culte est totale, comme d'ailleurs la démocratie, et c'est heureux. Mais on peut quand même essayer de se dire que tout en veillant à la liberté totalement assumée de la pratique démocratique, on veille aussi à ce que ça ne développe pas la pandémie au-delà du réel. C'est juste en fait, pardon, mais il va falloir que les candidats, mais le sont, je n'en doute pas, soient simplement responsables dans la façon dont ils vont créer les événements autour de la politique. Mais enfin, je n'imagine pas un instant que quelqu'un joue avec le feu sur cette question. Alors si on continue le jeu des qui est fermé, qui est ouvert, les discothèques qui vont rester fermées 3 semaines supplémentaires en janvier, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Jean-Baptiste Lemoyne, le ministre délégué du Tourisme sur France Inter. Est-ce que c'est une bonne décision ? Ah mais je redis, moi je ne suis pas épidémiologiste, je pense que
pense à mes fils, alors ils ont 12 ans et demi, donc eux, ils rêvent d'aller en boîte. Je me dis que l'avantage, c'est que ça devrait avoir réouvert d'ici leurs 16 ou 17 ans, si j'arrive à les tenir jusque-là. Mais non, j'ai une pensée simplement pour les professionnels de l'événementiel en général, parce que quand même, dans celles et ceux qui trinquent depuis le début très fort, et même si l'État est là, je ne le conteste pas, il n'empêche qu'il y a là quelque chose qui est en train de changer profondément, fondamentalement dans nos rapports sociaux. Et derrière la fermeture de ces boîtes de nuit, il y a quand même cette idée que je crains parfois, que notre société soit bien différente après la pandémie, peut-être parfois moins festive, peut-être parfois moins en proximité. Et c'est quelque chose contre lequel il va falloir lutter parce qu'on a quand même besoin, à un moment, de s'amuser et d'être avec les autres. Vous validez d'un mot la gestion de la crise sanitaire aujourd'hui ? Ouais, je crois que d'abord l'histoire jugera. Vous savez, on est dedans là. Trop tôt pour le Les dire. décisions sont prises et elles sont prises, je le redis, dans des conseils de défense dont on ne comprend pas véritablement sur quelle base elles sont prises. En démocratie, dans un moment aussi tragique, dans un moment où la France doit faire front uni, il faut de la transparence. Il faut de l'objectivité et il faut de la logique pour que chacune et chacun s'en empare. Moi, je veux saluer le sens des responsabilités des Français qui, quand même, depuis 2 ans et demi, montrent une sacrée capacité à s'adapter, à être raisonnable et responsable. Le sens des responsabilités et l'importance de s'amuser. On a retenu le message. Merci beaucoup, Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche. Merci à vous, Jean-François Aquili. On se dit à demain. D'ici là, restez avec nous, bien sûr, sur France Info. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com. Alors, au programme, côté ciel, Christine Peña ce matin, de la pluie mais de la douceur.